de l'indépendance en fait à l'émergence, l'heure et lueur. Donc on voit qu'à partir du titre, on sait déjà à peu près ce dont on va parler. Donc c'est ce dont il est question dans cet ouvrage-là. Alors, pour faire une petite introduction, hein, la première chose, en fait, c'est un livre de 135 pages. Donc il n'est pas très long, mais le malheur, c'est que comme dans nos pays, on n'a plus l'habitude de lire. Quand vous dites aux gens, c'est un livre de 135 pages, ils disent, ah wow, c'est trop long. C'est très long ça. Donc parce que les gens ont perdu peut-être l'habitude de lire. Alors qu'avant, 135 pages, c'était voilà, c'était de l'amusement. On s'amusait à lire un livre de 135 pages. Maintenant, on ne vous parle pas de 300 ou 400 pages. Sur 5 chapitres qui décrit en fait, c'est ça l'idée générale, synthétiquement l'histoire politique et économique du Sénégal à travers les 4 présidents que le pays a connus. C'est comme ça que je l'ai interprété un tout petit peu. Donc, une description, ou bien une analyse très synthétique de l'histoire politique et économique du Sénégal à travers les 4 chefs d'État que ce pays a connus. La particularité, c'est que, on aura peut-être l'occasion d'en discuter avec l'auteur, il n'y a pas d'introduction, ni de conclusion, à moins de considérer les chapitres 1 et 5 comme l'introduction et la conclusion de l'ouvrage. C'est ça que j'ai remarqué en premier, sur la forme. Et la troisième chose, pour toujours dans cette introduction, c'est comme beaucoup, ou presque tout le monde, j'ai commencé par la 4e de couverture. Donc la 4e de couverture qui est là, et on se dit, waouh, en lisant rapidement, ce livre démarre en trombe, c'est ça en fait. C'est qu'il y va directement. Donc il n'y a pas de détour en fait, c'est ça. Il démarre en trombe, l'écriture est aussi vive que l'argumentation. C'est quelqu'un, comme disait l'autre jour Kanté, c'est comme Ibo Fall, c'est quelqu'un qui écrit, je pense, rapidement. Donc il faut des fois s'arrêter pour un peu suivre. Donc ça, nous y reviendrons en fait dans la conclusion. Donc pour les 5 chapitres, le premier chapitre, en fait, pour essayer de faire un petit résumé, je vais faire des résumés, en fait, les résumés de ces 5 chapitres, et puis revenir en conclusion sur peut-être l'appréciation en termes en fait, l'appréciation un peu, disons, critique, entre guillemets, de l'ouvrage. Le chapitre 1, titre « Indépendance, itinéraire et impasse ». Donc avant d'entrer en fait dans la description de cette trajectoire-là dont je parlais tout à l'heure, à partir des 4 chefs d'État, la première, presque une 50aine de pages, ce chapitre 1, qui commence par un rappel historique sur notre trajectoire d'anciens colonisés jusqu'à l'indépendance. Il précise que nous n'avons pas su mettre à profit le travail de nos illustres ancêtres pour véritablement être indépendants et amorcer un début de développement. On sent dans l'écriture, dans le contenu du texte de l'auteur, que c'est quelqu'un qui est adossé en fait à des valeurs, surtout aux valeurs traditionnelles de ce pays, parce qu'il donne toujours des références sur Cheikh Ahmadou Bamba, Mam El Hadj Malick, et puis tous les illustres ancêtres qui ont, en fait, que le Sénégal a connus. Il commence par là, en fait, dans cet ouvrage-là. Donc c'est plusieurs casquettes, hein. Nous reviendrons en fait sur les différentes casquettes en fait, de l'auteur. Et une comparaison dans ce chapitre revient souvent. Cette trajectoire de nos pays en comparaison avec les dragons de l'Asie. Ça, j'ai remarqué tout de suite. La Corée du Sud, la Malaisie, Singapour, Taïwan. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin, qui a des références, mais qui a besoin aussi, qui regarde ailleurs aussi. Qu'est-ce qui a pu réussir dans d'autres sphères? Et ça, il y revient tout le long de l'ouvrage. Il revient souvent sur ces descriptions. Donc, Corée du Sud, Malaisie, Singapour, Taïwan. Des pays qui, en 1960, pratiquement, étaient au même niveau que le Sénégal. Il le décrit assez bien, qui ont su se construire à travers des valeurs. On revient encore là aussi sur les valeurs, et du travail pour ne pas tendre la main à des bailleurs extérieurs qui, soit dit en passant, sont également nos potentiels concurrents. C'est ça qui est paradoxal en fait. Les gens sur qui on compte en fait, pour nous aider à mettre en place des projets sont aussi nos concurrents, parce qu'ils ont des intérêts peut-être à défendre. Et dans ce chapitre, il revient souvent sur cet aspect-là. La troisième chose dans ce chapitre, comme solution, ce qu'il propose, en fait, la voie principale de sortie, la première chose, ça, je suis assez d'accord avec lui, et c'est une thèse que je défends depuis 2 ans. En fait, je ne l'ignorais pas avant, mais je pense que c'est quelque chose qui est aujourd'hui fondamental dans le développement du pays, c'est la question de la monnaie. Là, il est catégorique, battre sa propre monnaie. Donc, parce que je me suis dit, ce n'est pas très étonnant pour un ancien contrôleur du Trésor. Les pays qui l'ont fait ne se portent pas plus mal que nous. Ça, il le précise aussi. Exemple, il donne des exemples, je pense. Il y a des exemples que j'ai pu noter, je ne suis plus sûr s'ils sont dans l'ouvrage ou pas. L'exemple de la Gambie, l'exemple par exemple du Ghana avec le Sidi ghanéen, l'exemple de la Mauritanie avec le Ouguiya,
etc., etc. Et il y a d'autres exemples et d'autres pays. Et le comble de l'ironie, c'est que la CA, dans le CA de la BCEAO, le conseil d'administration de la BCEAO, se trouvent des administrateurs français. Et il revient souvent sur ce paradoxe-là. Et l'auteur pose un argument implacable. Comment des économies en récession peuvent-elles tirer les nôtres vers le haut? Depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années même, ou plus, on est en train de parler de la récession au niveau dans les pays européens, que ce sont des pays qui sont en train de, en fait, la courbe est en train de décliner. Et nous sommes toujours dans cette phase-là de dépendance à l'égard de pays qui sont aujourd'hui qualifiés comme des pays qui sont en récession. C'est un véritable problème sur lequel il insiste dans ce chapitre-là. Et j'ai noté 3 exemples dans ce chapitre qui prouvent que pour l'auteur ce contrôle total de nos économies. Après avoir parlé un peu, analysé un peu la question de la monnaie qui est fondamentale, il revient sur des exemples concrets sur le Sénégal. L'exemple 1, c'est l'Orange Sénégal et les télécentres. Vous vous rappelez qu'il y avait eu des télécentres au Sénégal et paradoxalement, ces télécentres existent toujours en Europe. Pour ceux qui sont en France, ceux qui sont allés en France, effectivement, ça m'a rappelé des souvenirs. Quand vous avez parlé de j'ai dit, mais c'est bizarre, c'est vrai. En sortant de la fac à Bordeaux, pour appeler ma famille, j'allais souvent dans les télécentres. Pour appeler rapidement, c'est-à-dire en 2-3 minutes d'appel, ça vous coûte 1,50 €, 2 €, vous raccrochez votre téléphone et vous partez. Parce que c'est très compliqué, c'est plus facile pour nous de prendre son téléphone, de mettre 1000 francs de crédit ou 2000 francs et d'appeler à l'extérieur. C'est très compliqué d'appeler de l'extérieur. Il revient sur ça. Et 18 000, ça je ne savais pas, qu'il y avait 18 000 emplois qui avaient été perdus avec ce projet-là. Donc le projet d'Orange, c'était ça, c'était de supprimer ces télécentres et puis de créer peut-être un autre système qui va encore accentuer en fait cette dépendance-là. Deuxième exemple, les ICS, qui fait très mal. Je pense que tous les patriotes du Sénégal ont mal quand on leur parle là, quand on leur donne l'exemple des ICS. Ce fleuron de l'industrie sénégalaise qui a été détruit par des gens, et il revient sur ça, qui devait fournir de l'engrais pour nos agriculteurs, se contente de la production d'acide sulfurique exclusivement vendue en Inde, pratiquement. Alors que cette société était polyvalente, elle pouvait réaliser beaucoup de choses à la fois. Elle se contente des miettes, en fait. Troisième exemple, c'est la compagnie sucrière sénégalaise. Monopole sur le sucre, mais d'intérêts français, qui continuent à le contrôler et qui empêchent, d'ailleurs, je pense qu'ils se sont même lancés dans l'importation de sucre, parce qu'il y avait un manque à gagner en fait au Sénégal, parce que la production n'était pas suffisante. Donc ils ont fait comme les commerçants en fait. Voilà. Ils voulaient eux aussi importer du sucre et le mettre sur le marché, le vendre. Donc ils ne veulent rien laisser aux gens. Donc ça, il y revient assez éloquemment. Quatrième chose, il poursuit en décrivant un peu l'état du Sénégal de manière macro. Et puis tous les programmes aujourd'hui qui sont mis en place et dont il fait une analyse assez pertinente. Il poursuit 240 000 hectares de terre, alors que nous importons presque tout. Premier paradoxe. Pire, avec la montée des cours du blé, la spéculation bat son plein et nous pensons investissement étranger direct. C'est ce que nous disons, c'est ce qu'on nous dit dans les médias. Ce qui n'est autre que de l'accaparement en fait, des terres. On parle d'investissement étranger direct, alors qu'en fait, ce sont des terres qui sont prises à des gens. Et tout cela avec l'aide de la Banque mondiale qui prépare le terrain pour des groupes multinationaux à travers des formules miracles telles que le BBA, Benchmarking the Business of Agriculture, ou le fameux Doing Business. Des terres que nous avons acquises il y a 54 ans et que les groupes privés nous reprennent avec la complicité de nos dirigeants. Donc, ce sont des terres qui repartent en fait. C'est une forme de colonisation, il le décrit assez bien, qui revient en fait sous une autre forme avec des groupes ou des intérêts privés. L'auteur revient sur la notion du consommer local, qui serait la solution au moins pour les domaines dans lesquels nous sommes en fait des producteurs. Et il donne quelques exemples. J'ai noté les 5 exemples rapidement que je vais énumérer. Le coton. La Sodefitex en produit un de qualité, estampillé bio, alors que nous importons même les mouchoirs qu'on utilise quotidiennement. Première chose. Deuxième chose, l'arachide. Deuxième exemple. Même avec la présence d'huiliers nationaux, l'étranger nous bombarde avec de l'huile végétale, soja, tournesol, etc. Troisième exemple, le riz local. Le riz local est plus nutritif, mais délaissé au profit de l'importation. Bon, là aussi, je pense qu'il y a une responsabilité peut-être des Sénégalais, un peu des populations. Exemple 4, l'artisanat meurt au profit des produits chinois. Il donne l'exemple, par exemple, des chaussures de Angaï Mekhe qui ne sont pas, par exemple, valorisées par les pouvoirs publics. 5, la culture
on revient aussi là aussi aux valeurs, et ça transparaît dans l'ouvrage. Hein. Tout au long de l'ouvrage, on voit en fait que la notion de valeur est fondamentale. La culture non valorisée, le théâtre qui n'est pas financé au profit de feuilletons étrangers. Et je pense que c'est devenu pire, c'est-à-dire on peut produire quelque chose, en fait on parle des productions nationales, mais des productions nationales dont le contenu en fait, c'est du contenu occidentalisé en fait. Donc, je donnerai l'exemple pour commenter un peu l'exemple du feuilleton qui passe sur une certaine télévision depuis quelque temps. Donc c'est une production sénégalaise avec des Sénégalais, mais ce qu'on nous décrit dans ce feuilleton, c'est pas la vie des Sénégalais. C'est ça le malheur. Donc je veux bien qu'on fasse de la production nationale, mais il faut que cette production nationale soit en accord avec ce que vivent les Sénégalais, les 90% de Sénégalais. Dans 90% des foyers, je ne vais pas donner de nom, donc vous comprenez tous ce que je veux dire. Dans les 90% de foyers sénégalais, 95% de foyers sénégalais, on n'a pas de coffre-fort où il y a 15 millions de francs que notre fille ou notre fils peut subtiliser. Ce n'est pas ça la réalité sénégalaise. Et puis avec tout le maquillage qu'il y a autour, les images derrière sont fausses, parce que c'est une image en... Je ne sais pas comment... Les techniciens l'expliqueraient mieux. Tout est coloré en fait. On ne voit pas les sachets plastiques, donc on voit des voitures qui passent, des immeubles, on voit le port, un bateau qui fait voum, et puis voilà, ça passe. Donc c'est un moyen aussi, sur le plan technique, de cacher en fait la réalité. On ne descend pas dans les marchés pour montrer ce qui s'y passe. Donc il revient sur ça et il termine ce chapitre, l'auteur termine ce chapitre avec un vrai cri du cœur en faveur de la revalorisation de notre culture. Seul moyen de ne pas être le réceptacle d'autres univers de référence, quelle que soit par ailleurs leur valeur positive. Les chapitres 2 à 5 reviennent sur la trajectoire du pays à travers les 4 chefs d'État. Le chapitre 2, qu'il a intitulé Senghor, l'illustre penseur, l'homme de culture à l'épreuve du pouvoir. Et j'ai été très frappé par j'ai été intéressé, ce chapitre m'a intéressé parce qu'il y avait un mythe au Sénégal. Souvent quand j'entendais parler de Senghor, c'était souvent sur eux, en fait il y avait une lecture en fait de Senghor qu'on nous imposait. Et bon, rarement on a entendu des gens parler de Senghor de cette façon-là. Il ne va pas se faire que des amis, ça c'est sûr. Dans ce chapitre. Pour le chapitre 2, 4 points. Le premier point, pour résumer ce chapitre de 9 pages, j'ai retenu une phrase de l'auteur qu'il prononçait pour taquiner, dit-il, les milieux intellectuels. Je cite, « Senghor aurait pu être un excellent ministre de la culture de Mamadou Dia. » À des gens, M. Diop, beaucoup de gens ne vont pas apprécier cela, même si je pense la même chose que vous. Donc je prends le risque. L'auteur ne lui reconnaît pas beaucoup de mérite, aucune vision sur le plan économique. Le magistère de Senghor fut une perte de temps dans lequel le système a démoli le seul espoir de sortir du sous-développement. 2 points, Mamadou Dia. Donc je reprends, dans lequel le système a démoli le seul espoir de sortir du sous-développement, Mamadou Dia. Mamadou Dia, véritable visionnaire, donc on voit que c'est un diaïste, je ne sais pas, partisan d'une administration efficace à travers une vision économique de développement socio-africaine. Page 52. J'espère que j'ai bien cité le passage. Même la stabilité tant chantée du Sénégal n'est pas à l'actif du président Poyet, mais des familles religieuses. On a toujours dit que le Sénégal était un pays stable. Il dit que mais ça, ce n'est pas le fait de Senghor, c'est le fait du pouvoir religieux. Ce sont les familles religieuses qui ont en fait réussi à stabiliser faire du Sénégal un pays stable, mais ce n'est pas Senghor. Sous le couvert de la stabilité, Dia a été écarté. Donc là, je fais des résumés en fait des chapitres. Dia a été écarté, Cheikh Anta muselé, Omar Blondin Diop et Moustapha Lo liquidés. De 1978 à nos jours, les religieux n'ont cessé d'être les stabilisateurs de ce pays. Chapitre 2. Le chapitre 3, Diouf, les institutions de Bretton Woods et les 19 ans de souffrance du peuple. Je pense qu'à partir des titres des chapitres, vous pouvez comprendre à peu près l'ouvrage. Et c'est très bien résumé. Chapitre de 4 pages, qui décrit en bon élève de Senghor la continuité, mais en pire sur le plan économique. Disparition des emplois, désindustrialisation, licenciement, exode rural. Et tout cela avec la complicité de la Banque mondiale et du FMI. Ces 19 ans de souffrance ont précipité sa chute en 2000 à travers l'éclatement du PS qui donnera naissance à l'URD et à l'AFP. Donc ce sont des histoires que nous connaissons. Mais il a eu le mérite en fait de les rassembler sur un ouvrage assez synthétique et puis très intéressant. Et je reviendrai sur l'écriture tout à l'heure, comme disait M. Boy. Le chapitre 4
Diouf, il est passé très vite. Hein. Donc je vous rappelle que c'est un chapitre de 4 pages. Nous y reviendrons. Wade, le clientélisme, la mégalomanie, la célébration de l'argent et l'effritement des valeurs. Ça, c'est Wade. Le titre de ce chapitre, de 5 pages, cache la personnalité étrange de ce vieux monsieur. Son peuple l'aimait, mais il adorait le modèle courtisan. Il a construit des routes, une autoroute, mais dont les montages financiers font froid dans le dos. Ça, c'est sa méthode. Des lycées, des postes de santé, plus quelques universités embryonnaires naissent, mais sans accompagnement. Je pense que ceux qui ont visité l'université de Ziguinchor savent de quoi l'auteur parle. C'est des embryons d'université, ce n'est pas vraiment des universités au sens complet du terme. Il cherche d'autres moyens de financement, toujours Wade, mais tout est nébuleux. Il a même failli sceller le sort des camps français à Dakar. Mais je pense que là, c'est revenu, même si les camps ne sont pas, le camp n'est pas revenu, là, c'est revenu. Les Français sont revenus quand même en force. C'est le cas en Guinée, Conakry, avec Alpha Condé. C'est le cas en Côte d'Ivoire, où après la partition pratiquement de fait de la Côte d'Ivoire, les Français sont revenus en force. Et on a même commencé à se poser des questions à ce moment-là. Mais la crise ivoirienne a été provoquée par qui finalement? Si on va en fait, à qui profite le crime? C'est souvent la bonne question à poser dans ce genre d'histoire. Comment l'histoire s'est terminée avec Ouattara? On s'est dit, mais qui finançait Ouattara? Qui était derrière Ouattara en fait? Mais l'ivresse du pouvoir a eu raison du maître, qui s'amusait avec la Constitution. Ça rappelle un certain 23 juin. Et jusqu'à aujourd'hui, les coûts de ces structures dépassent l'entendement. Et le bradage du foncier n'a pas fini de révéler tous ces secrets. Qu'en est-il des nouveaux millionnaires qui n'avaient pour certains jamais travaillé jusqu'en 2000? Chapitre 5, enfin, le dernier chapitre, de la rupture annoncée à la réalité du pouvoir. Et là, dans le chapitre 5, on ne voit pas le nom du président, du chef d'État. C'est dans le texte, mais pas dans le titre. Effectivement. Voilà, on parle de Senghor, le poète à l'épreuve du pouvoir. On parle de Diouf avec les institutions de Bretton Woods. On parle de Wade avec le clientélisme. Mais là, de la rupture annoncée à la réalité du pouvoir. Ce dernier chapitre, le plus long de l'ouvrage, commence par un chant patriotique, un hymne du Sénégal ingénieux, celui des femmes motivées, des hommes aguerris, dans un pays riche en ressources, n'attendant qu'à être exploité par le travail. Donc il finit comme il avait commencé en fait dans l'intro. On sent, mais je peux me tromper, une certaine hésitation chez l'auteur. La critique de fond est toujours présente dans ce chapitre, mais on sent que ce chapitre est davantage une critique du travers des Sénégalais que d'un régime à qui il laisse peut-être le bénéfice du doute. Mais je dis peut-être, hein, je ne suis pas encore, c'est ce que j'ai senti. Donc il attend en fait que peut-être Macky finisse ses 2 mandats, ou bien son mandat, je ne sais pas s'il aura les 2 mandats, pour pouvoir se prononcer. Il y aura peut-être une suite. L'auteur revient au cas du PSE, considéré comme une victoire en soi, mais qui risque d'être compromis si les habitudes ne changent pas. Corruption, laxisme dans l'administration, paresse, etc. Il cite des exemples, ce que j'appelle exemples échecs, relevant davantage du laxisme et d'un manque d'organisation que d'un manque de moyens. Et il donne d'autres exemples. Donc je reviens sur les exemples. Premier exemple, l'état civil, ça fait mal à tous les Sénégalais. L'état civil non délivré quand l'officier d'état civil est absent. Donc vous arrivez à 11h, on vous dit, il est parti, donc il reviendra vers 15h30. Qu'est-ce que vous faites? Si vous habitez loin, voilà, vous essayez de trouver une solution. Deuxième exemple, les longues files d'attente pour payer l'eau, l'électricité, pour demander un compteur. Troisième exemple, la circulation bloquée par un banal accident. Ça sont, en fait, ces exemples, souvent, c'est les gens qui ont voyagé qui donnent ce type d'exemple. La circulation, c'est ce que j'ai remarqué aussi en Europe. La circulation bloquée par un banal accident, alors qu'ailleurs, les conducteurs ont leur feuille de constat. Les conducteurs, dans leur boîte à gants, ils la remplissent, tracent, en fait, la zone où a eu l'accident, la route, et retournent au travail. Quatrième exemple, le bachelier reçoit son diplôme 1 an au moins après l'obtention du baccalauréat. C'est quelquefois, je pense, ça va faire même 2 ans. Ouais. Bien que le PSE soit ambitieux, il nous faut davantage sortir le pays de la misère. Il nous faut davantage pour sortir le pays de la misère. Il souligne à travers le cas de Necotrans, des sociétés de téléphonie, des sociétés qui brassent des milliards sans presque rien laisser à l'État. Il revient aux intérêts français dans le ciment, bloquant l'arrivée d'un 3e industriel, le cas de Dangote. Et sur le cas des ICS, des phosphates de Matam, où notre État laisse filer des milliards au profit de groupes privés. Le risque avec le PSE reste que le PSE reste une simple promesse qui profitera au groupe du Nord, avec des infrastructures de prestige au moment où les campagnes manquent de pistes de production.
C'est ça, en fait, globalement, ce qu'il résume dans ce chapitre-là. L'auteur termine ce chapitre par une analyse politique globale. Un vrai réquisitoire. Il pense qu'il y a une reproduction des pratiques du passé dans un système politique qui est loin d'être lisible. Et là, il parle de la classe politique, des partis politiques. L'accueil mitigé des conclusions du rapport sur la réforme des institutions politiques montre qu'elle ne souhaite pas le changement. On a confié à Amadou Mahtar Mbow un travail, mais quand il a fait le travail, les gens ont dit ouf. Donc on va choisir, on va essayer de voir ce qu'on peut prendre, ce qu'on peut laisser. Donc ce qui prouve pour lui que les gens ne sont pas encore prêts à changer véritablement. Enfin, pour conclure, et dans les conclusions, je vais revenir sur des commentaires personnels. Comme je l'ai précisé dans l'introduction, c'est une écriture agréable. M. Diop écrit vraiment très bien. Voilà, et j'ai lu beaucoup d'ouvrages ces derniers temps, mais je pense que là, c'est vraiment un très bon français. Une écriture agréable, un pamphlet, une analyse politico-économique dense, lucide mais pas pessimiste. On pourrait dire qu'il est pessimiste, mais je pense que c'est plus de la lucidité que du pessimisme. Dans une écriture tantôt sobre, tantôt incandescente et parfois poétique, qui m'a rappelé dans une certaine mesure un certain sortir de la Grande Nuit, et c'est sur l'Afrique décolonisée de Achille Bembe, sur la façon en fait de... Voilà, c'est très rapide, c'est très fort. Cela est sans doute dû aux multiples casquettes de l'auteur, technocrate, enseignant, puis technicien de l'économie en tant que contrôleur du trésor, au trésor public, dans le passé. Un exemple rapide, avant de terminer, page 65, paragraphe 1. On va essayer de faire une petite comparaison. Paragraphe 1, donc sur les deux, en fait, page 65. Wad, le clientélisme, etc. C'est-à-dire la première page du chapitre 4. Page 65, paragraphe 1. Abdoulaye Wade fut facilement élu 3e président de la République du Sénégal indépendant dans un océan de misère. Ça, c'est plus sur les qualités littéraires, en fait, sur la façon d'écrire. Et d'espoir irréaliste. Il enfourche